À la une de l'actualité, la session de mars a été clôturée au Parlement. L'Assemblée nationale a, elle, procédé en dernière minute au remplacement des députés invalidés et de ceux décédés. Retour sur les dernières séances dans ce journal. Et dans l'actualité également, Gentini Ngobila refuse de prendre acte des manifestations de l'opposition. Le gouverneur de la ville a proposé le report du meeting de demain et la relocalisation de la marche publique du 21 juin. La CPI a annoncé vouloir procéder à un examen préliminaire concernant des crimes présumés de forces et groupes armés dans l'est du Congo. C'est son procureur général qui l'a annoncé le jeudi. Et jour J-1 avant l'inauguration de la paroisse Saint-Gabriel du doyenné Saint-Michel du Cachoboué, la construction du bâtiment religieux a été entièrement financée par le couple Katumbi. Télé 50 suit de très près cet événement. Et dans l'actualité, dans le reste du monde, les médiateurs africains dans le conflit russo-ukrainien sont censés rencontrer ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Boutcha, une région souvent théâtre des affrontements. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les élus nationaux sont depuis hier en vacances parlementaires. La session de mars a été clôturée dans les deux chambres. À l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso a procédé au remplacement des députés invalidés et des députés décédés. Commentaire de Jean-David Kilolo. Un trait a été tiré sur la session ordinaire de mars 2023. Les députés nationaux sont en vacances parlementaires jusqu'au 15 septembre 2023 pour aborder la dernière session de la 3e législature de la 3e République. Contrairement aux habitudes, la clôture de la session de mars a été très agitée parce que l'Assemblée nationale a pourvu au remplacement des députés absentéistes et décédés. Et d'autres ont été sanctionnés. D'avance, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, a fait observer qu'il s'agissait de l'approbation du rapport de la commission PAJ relatif à la vérification de pouvoir des suppléants, appelés à remplacer respectivement les députés nationaux frappés d'incompatibilité, décédés et invalidés. À cet effet, le président de la commission a déclaré que c'est depuis 4 mois que la plénière attend la validation des mandats des députés devant remplacer leurs collègues nommés à des fonctions incompatibles, invalidés et décédés. La commission, ayant examiné les dossiers individuellement, a tiré des conséquences de droit en connaissance des causes à chaque dossier. À sa suite, plusieurs députés ont été remplacés, comme Adolphe Muzito, Papi Nyango, Henri Movasakani et Marie-Ange Mouchebekwa, qui ont été invalidés pour absentéisme. Pour les sanctionner, figure Daniel Safou. Pour l'élu de Moamba, les députés nationaux ont voulu traiter son dossier à huis clos. Et à l'issue de ce huis clos, l'élu de Moamba s'en sort de justesse avec une interdiction de fouler ses pieds à l'Assemblée nationale pendant une session parlementaire, avec privation des salaires pendant une session. Une décision qui ferme totalement la porte à sa poursuite judiciaire. Quant à la plénière de l'Assemblée nationale, à la suite de l'analyse des dossiers physiques lui soumis pour examen, la commission les a déclarés conformes aux dispositions de l'article 18 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour. Ainsi, au terme des articles 114 de la Constitution telle que modifiée à ce jour et 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission PAJ de l'Assemblée nationale a proposé à la validation des suppléants des députés invalidés ou remplacés. Et justement, après 3 mois d'intenses travaux, le Sénat a clôturé la session ordinaire de mars hier jeudi au cours d'une plénière marathon dirigée par Modeste Bahati Lukwebo. Fabien Lumbala. La session qui s'achève a été riche en productions législatives avec le vote des 18 projets et propositions de loi, 6 questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans son adresse, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, a brossé le tableau de la situation générale du pays, marqué
entre autres par la situation sécuritaire dans l'Est et le conflit entre Teke-Yaka et Akwamutu. Au chapitre des élections, Modeste Batulukebo a félicité le Parlement pour avoir mis dans un bref délai à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante l'importante loi relative à la répartition des sièges. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi voté le projet de loi d'une nouvelle prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national ainsi que les rapports des commissions parlementaires. Il s'agit notamment du rapport sur le projet de loi présenté par la commission mixte infrastructure et ECOFIN relatif à la création de la taxe de la promotion de l'industrie, celui créant l'Ordre national des géologues exposé par la commission infrastructure, celui de la commission socio-culturelle sur la création et l'organisation de l'Ordre des sages-femmes et aussi le rapport synthèse des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2022 à celle du 14 mars 2023, rapport présenté par la Commission des entités territoriales décentralisées. Une autre matière importante adoptée au cours de cette plénière porte sur le projet de loi d'habilitation du gouvernement présenté par le ministre d'État au développement rural, François Roubota. Cette importante loi permettra au gouvernement de la République de prendre certaines décisions sur quelques matières sans consulter le Parlement. Ces matières sont notamment la loi sur la prorogation de l'état de siège, la loi sur le crédit bail, la loi sur les régimes des zones économiques spéciales en RDC et celle relative au tribalisme et au racisme. Il s'y est dénoté que les élus des élus ont également adopté en seconde lecture le projet de loi sur la loi des finances publiques en présence du ministre du Budget Meboji qu'accompagnait le vice-ministre. Et c'est un nouveau refus qu'oppose l'autorité urbaine aux manifestations publiques prévues par l'opposition. Le gouverneur de la ville a, dans une correspondance rendue publique ce jour, refusé de prendre acte du meeting prévu pour demain par l'opposition et de sa marche publique du 21 juin. Pour le premier, l'autorité urbaine a proposé une nouvelle date, soit un report du meeting pour le 24 juin, tandis que pour le second, Gentini Ngobila a indiqué que l'itinéraire touche une zone neutre et a préconisé une relocalisation. Et cette décision de la CPI fait suite à la requête de la RDC demandant d'enquêter sur les crimes présumés commis au Nord Kivu du 1er janvier 2022 à ce jour. La réponse est satisfaisante pour les autorités congolaises. Le procureur de la CPI a annoncé qu'il allait procéder à un examen préliminaire. En rapport à la demande de la requête soumise pour les gouvernements congolais sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, les procureurs de la Cour pénale internationale, Karim Khan, envisagent rapidement d'ouvrir une enquête sur les crimes commis dans la province du Nord et du Sud Kivu du 1er janvier 2022 à ce jour. Il a exprimé cette volonté à travers sa lettre de notification du 5 juin 2023 adressée à la présidence de la Cour. Le président a répété et montré qu'il était ouvert à des solutions innovantes. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est la première étape de ce processus et nous devons maintenant nous assurer que nous ne nous contentons pas de parler, mais que nous agissons. Si les deux situations renvoyées par les gouvernements de la République démocratique du Congo sont suffisamment liées pour constituer une seule même situation. Pour les contextes, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait déposé le mardi 23 mai 2023 à la Cour pénale internationale une plainte contre la coalition M23 RDF pour les crimes commis et les pillages des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. Le 1er juin 2023, la République démocratique du Congo et la CPI ont d'ailleurs signé un Memorandum of Understanding. Le Congo-Kinshasa a ratifié les statuts de Rome en avril 2002. C'est en avril 2004 que les pays avaient renvoyé à la CPI la situation qui prévaut sur son territoire depuis le 1er juillet 2002. Il s'en est suivi 6 affaires. Ainsi, la Cour est intéressée par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis depuis le 1er juillet 2002 dans les contextes des conflits armés en République démocratique du Congo.
Et en justice, toujours cette fois au pays, après la poursuite pour corruption de 2 magistrats de la cour d'appel de Matadi à la cour d'appel de Kinshasa-Matete le vendredi 9 juin. Hier, jeudi 15 juin, un magistrat et un avocat viennent d'être poursuivis en procédure de flagrance à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Son magistrat et l'avocat sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation, à savoir l'extorsion des signatures, la concussion et l'escroquerie. Avant même que l'affaire ne soit jugée, un des prévenus, le magistrat Albert Oala, s'est évanoui dans la salle d'audience devant la cour. Du coup, l'officier du ministère public, s'appuyant sur l'article 3 de l'ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes, a demandé à la Cour de placer les 2 prévenus en détention préventive, tout en sollicitant la remise dans 2 jours. L'état de celui qui a fait semblant de tomber ne pourrait être détenu par qu'un médecin. C'est lui l'expert en la matière. On ne définit pas l'état de santé. Il n'a que le médecin. Voilà. Donc nous maintenons cette remise en 2 jours. Et pour maintenir les cas de flagrance. La Cour a fait droit de cet article évoqué par le ministère public, étant donné que les 2 prévenus ont été présentés en procédure de flagrance. Notez que cette audience en procédure de flagrance était rehaussée de la présence du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondemambou, qui a fait de la régénérescence de la justice congolaise son cheval de bataille. Motif de satisfaction pour la victime de l'escroquerie qui salue l'implication personnelle du procureur général près la Cour de cassation. C'est une joie immense de voir que le procureur général de la République s'intéresse donc aux personnes comme nous pour venir voir qu'est-ce qui se passe au niveau du parquet et mettre un peu de l'ordre dans cette histoire. Pour le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ce procès vaut un avertissement pour les autres magistrats qui commettraient des infractions. Et l'humanité célèbre ce vendredi la journée mondiale de l'enfant africain. À l'occasion, la ministre du genre Famille et Enfants Mireille Massangou Bibi a appelé le gouvernement congolais à régulariser la situation de l'enfant congolais avant de revenir sur le pourquoi de la journée. Et toujours à l'occasion de cette journée, dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia, plusieurs enfants n'ont pas accès à l'éducation à cause des conflits qui ne cessent de s'accroître dans la région. La situation de l'enfant africain en général et particulièrement celle de l'enfant congolais demeure précaire. Les enfants vivant en RDC, précisément dans les zones à conflit, sont confrontés à plusieurs difficultés. À Bunia, par exemple, près de 21 500 enfants ne peuvent pas aller à l'école en raison des conflits armés qui ravagent la région, entraînant ainsi des déplacements massifs des populations et la fermeture des écoles. Ces enfants sont les premières victimes de cette situation dramatique, privés de leur droit à l'éducation et exposés à toutes sortes de dangers. Ajoutez à cela la pauvreté, les discriminations et les inégalités des genres. Face à cette situation alarmante, les organisations humanitaires et les autorités locales tentent de mettre en place des solutions pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Des écoles mobiles ont été créées pour répondre aux besoins des enfants déplacés et des programmes d'éducation informels sont mis en place pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Cependant, ces initiatives restent insuffisantes pour répondre aux besoins de tous les enfants. Les autorités locales et internationales sont donc appelées à travailler ensemble pour mettre en place des solutions durables pour permettre aux enfants de Bunia et d'ailleurs d'aller à l'école en toute sécurité à l'occasion de cette journée dédiée à l'enfant africain. Et cette information qui nous parvient du Congo central, les travailleurs saisonniers et les journaliers de la compagnie sucrière de Kilungungu sont en grève depuis ce vendredi et ce pendant même la campagne de production du sucre. Toutes les entrées de la société sont fermées alors que ceux qui ont travaillé la nuit se trouvent enfermés à l'intérieur. Des témoins sur place ont signalé que l'avion agricole aurait été mis en fait par les grévistes. On écoute à ce sujet les précisions de Job Mbiavanga, journaliste à la radio-télé Bangou de Kilungungu. Nous sommes 16 juin 2023
à Kulungongo, dans la province du Congo central, où se passent des échauffourées entre la compagnie sucrière et ses travailleurs saisonniers et journaliers qui entrent en grève depuis ce matin. Et la cause de cette grève, c'est la compagnie sucrière, comme convenu, avait accepté d'augmenter le salaire des travailleurs saisonniers de 50% de leur salaire, mais malheureusement, depuis hier, les 15, comme ils ont l'habitude de payer chaque quinzaine, ils ont constaté dans leur bulletin salarial que le pourcentage convenu n'a pas été augmenté. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 16 juin, ils ont procédé à ces actes de réclamer leurs droits, d'abord les conditions sociales, mais également jusqu'à brûler même l'avion agricole qui sert de l'épandage des cannes à sucre. Voilà ce qui se passe à Kulungongo. Et remis officiellement par le président de la République il y a de cela 4 mois, la gestion des bus Transacademia pose problème. Selon certains étudiants joints et contactés par nos reporters, il s'agirait plutôt d'un comportement déplorable de la part des personnels qui gèrent ces bus. Reportage de Philippe Moussansa. 4 mois après la mise en circulation des bus Transacademia en RDC, précisément à Kinshasa, par le président Félix Tshisekedi, les étudiants bénéficiaires du projet se sont exprimés sur les fonctionnements de ces bus. Cette étudiante de L1 Sciences économiques du système LM2 salue l'initiative du chef de l'État. Nous remercions le chef de l'État pour cette initiative. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Plus pour nous, c'est des Tchangou. Au début, on souffrait beaucoup pour les transports, mais grâce au Transacademia, on a la facilité de se déplacer à un bas prix. Elle invite par ailleurs d'autres étudiants à s'abonner. Transacademia nous a vraiment facilité la tâche. Alors ceux qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous invitons à vous abonner au Transacademia. De son côté, Nathan Simba, étudiant en G3, déplore les comportements des chauffeurs et des contrôleurs. Il appelle donc au respect mutuel. Certains chauffeurs, l'autre jour, qui avaient des tiréments avec les étudiants et eux-mêmes est en train de dire que étudiant X, tant que c'est moi qui conduira le bus, qui ne montera pas. Et moi, étudiant qui a payé mon abonnement, comment est-ce qu'un chauffeur, celui qui est engagé pour travailler, doit me donner des conditions? Il doit m'interdire de monter au bus. Nous demanderons au DG de conscientiser et de parler à ces travailleurs, parce que les bus sont d'abord pour nous, pas pour eux. Donc ils doivent nous respecter et nous aussi, nous les respectons. Par contre, cet autre étudiant de l'IFASIC, rencontré à l'arrêt des bus à Pascal, dit que le Transacademia ne les aide pas. On vient de comprendre que quelque part aussi, ça ne nous aide pas. Vous voyez, il fallait qu'ils puissent disponibiliser un peu de temps de plus pour aider un peu les étudiants à bien arriver à leur université. Nous sommes ici à Pascal depuis qu'on attendait le Transacademia qui va de Bierso vers l'IFASIC. Depuis qu'on était ici depuis 8 heures jusqu'à 7 heures, ça ne vient pas. Donc tout ça sont des choses qui nous font perdre un peu le temps. Ici est de rappeler que ces bus étaient officiellement lancés au service exclusif des étudiants. Et la 18e édition de la DRC Mining Week, lancée depuis le mercredi à Lubumbashi, se clôture ce vendredi. 120 exposants et 5000 visiteurs y ont pris part, y compris notre directeur général Jean-Marie Kassamba. Les exposants proviennent de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe. Pour la première fois, DRC Mining a enregistré la participation des entreprises chinoises, des conférences et des panels composés d'experts et autres chefs d'entreprise profitables pour les entrepreneurs congolais, telle que la générale de service Continental que nous avons interrogée sur place. Nous sommes venus juste représenter la société, comme on le fait chaque année. Et aujourd'hui, nous avons aussi voulu saisir de cette opportunité, juste pour profiter de ce bon cadre d'affaires. La société, le nom de la société d'abord c'est la générale de service Continental. Nous sommes beaucoup plus dans le génie civil. Et nous travaillons aussi dans les mines, dans le cadre de la sous-traitance. En fait, notre domaine principal, c'est le génie civil. Et les routes, la construction et autres choses. Et nous travaillons beaucoup plus avec les miniers. Et nous sommes avec plusieurs sociétés au niveau de la RDC, sociétés minières bien sûr. Et on est au niveau de la province de l'Ituri avec l'Encore Corporation, c'est une société canadienne.
Et on est au niveau de la province de Lualaba avec Amoa, toujours dans le cadre de la sous-traitance. Et nous sommes aussi avec Ibali, Bambro et les autres sociétés minières du Congo. À travers ces assises, nous voulons juste profiter, bénéficier des contacts. Parce que tu sais, quand on arrive ici, c'est juste pour les échanges de cartes. Et chercher les partenaires fiables. Et remuer les contacts avec d'autres fournisseurs. Et en bref et en image, c'est une très belle paroisse construite sur fonds propres du couple Katumbi. La messe inaugurale de l'église Saint-Gabriel de la paroisse Saint-Michel de Cachoboué aura lieu demain samedi. C'est le cardinal Fridolin Ambongo qui va la dédicacer en présence de plusieurs évêques. Prenons à présent cette remise et reprise à l'Agence congolaise de promotion immobilière. Le nouveau directeur général Mika Kayembe a pris officiellement ses fonctions hier jeudi à Kinshasa. Le nouveau DG de l'ACOPRIM compte placer son mandat sur le 7 piliers de la gouvernance. Kayembe Mukeba Mika a pris officiellement la tête de la direction générale de l'Agence congolaise de la promotion immobilière après reprise avec son prédécesseur Christian Kambale. En présence du directeur des cabinets adjoints du ministre de l'Urbanisme et Habitat, la signature des procès-verbales s'est déroulée en présence des agents et cadres de cette institution afin de donner corps à cette cérémonie. Le nouveau manager de l'urbanisme et habitat a salué avant tout les travaux abattus par l'équipe sortante avant de livrer ses impressions de la nouvelle mission lui confiée. Nous allons articuler notre gestion sur les 7 piliers de la bonne gouvernance, qui sont l'obligation de rendre compte, la transparence, l'efficacité et l'efficience, la réceptivité, la primauté du droit, mais aussi la participation. Juste après, Méchac Mondefou, directeur des cabinets adjoints du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en a profité pour saluer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et a annoncé d'accompagner les travaux de la nouvelle équipe, car il y va au bien-être de tous les Congolais. Nous sommes là pour accompagner l'action des nouveaux dirigeants de la COPRIM. Et nous encourageons l'équipe entrante. Nous leur demandons de travailler en collaboration parce que nous avons un dénominateur commun, c'est la nation congolaise. Arrivé à la tête de cette agence économique mondiale marquée par la récession, le nouveau DG de la COPRIM, Kayembe Mukeba, s'engage à relever les défis des réformes enclenchées. Et tension entre opposition et majorité au Zimbabwe depuis que le Parlement a voté pour la hausse des frais pour les candidatures aux élections présidentielles qui est passée justement de 1 000 à 20 000 dollars pour la présidentielle et de 50 à 1 000 dollars pour les législatives. Benjamin Moudiata pour les détails. Les débats ont quitté le Parlement pour susciter engouement et questionnement à la population zimbabwéenne. Malgré les tentatives de l'opposition de réduire le frais des candidatures aux élections présidentielles et parlementaires au Zimbabwe, un pays en proie de la crise économique, le Parlement, lui, a multiplié plusieurs fois le chiffre. Il a donc approuvé une augmentation vertigineuse de frais que devront payer les futurs candidats à la présidentielle qui passe de 1 000 dollars à 20 000 dollars américains et les candidats aux élections législatives et sénatoriales devront pour leur part payer 1 000 dollars contre seulement 50 dollars en 2018. Cette décision a été prise après une récente décision de la Cour constitutionnelle qui a ordonné au Parlement de débattre de cette question sensible. Les législateurs ont donc saisi cette opportunité pour justifier le frais des candidatures élevées, affirmant qu'ils contribueraient à filtrer les candidatures et à s'assurer que seuls les candidats sérieux et capables participent aux élections. L'opposition n'en est pas favorable quant à elle. Cette décision discrimine les citoyens en fonction de leur statut économique et exclut les pauvres et les personnes à la marge et par conséquent viole la Constitution, a déclaré Fadzei Mahere, porte-parole principale du parti de l'opposition, la coalition des citoyens pour les changements. Par ailleurs, la dite décision soulève également de préoccupations quant à l'équité et l'accès égal aux fonctions politiques dans le pays. À l'allure où vont les choses, il ne reste plus qu'à voir quel impact ce frais auront sur les paysages politiques zimbabwéens et sur la diversité des candidatures lors de prochaines élections. Et ils sont arrivés à Boutcha, en Ukraine, depuis tôt ce matin. Les 4 chefs d'État africains en mission de médiation ont rencontré ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avant samedi, la rencontre avec Vladimir Poutine. Au menu, la paix, mais également les pays africains espèrent néanmoins participer à améliorer les exportations de grains depuis l'Ukraine.
Un ensemble composé au départ de 7 pays dont 4 présidents ont répondu présents, notamment le président zambien Hakainde Hichilema, le président sénégalais Macky Sall, le président de l'Union de Comores Azali Assoumani, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon les services de presse du président sud-africain, celui-ci indique qu'ils ont été accueillis par un envoyé spécial ukrainien et l'ambassadeur d'Afrique du Sud dans une gare près de Boutcha avant une visite de cette banlieue de Kiev. La médiation africaine intervient dans un contexte de recrudescence de violence. Les pays africains espèrent cependant participer à améliorer les exportations de grains depuis l'Ukraine. Entamera de pourparlers avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant de rencontrer samedi le président russe Vladimir Poutine. Mais la mission ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Déjà, jeudi soir, la télévision nationale du Congo-Brazzaville a annoncé l'absence du président Denis Sassou Nguesso qui sera finalement représenté par son directeur de cabinet, le général Florent Tsiba. 2 autres chefs d'État s'y sont désistés, dont le président ougandais Yoweri Museveni qui a été testé positif au Covid-19, qui a désigné par contre un ancien Premier ministre comme envoyé spécial et le président égyptien qui est représenté par son Premier ministre. C'est le sport à présent. Aujourd'hui, on va parler du karaté-do. Le 27e championnat se tiendra du 24 au 30 juin à Mbandaka. Toutes les dispositions sont donc prises et rien n'est négligé pour la réussite de l'événement. L'équipe d'avance dépêchée sur place par la Fédération de karaté du Congo a échangé avec les autorités politico-administratives de la province qui ont à leur tour garanti l'accompagnement de leur gouvernement dans l'organisation des 10 championnats. C'est une journée chargée pour l'équipe d'avance de la Fédération des karaté-do du Congo à Mbandaka. En prélude des 27e championnats nationaux prévus du 24 au 30 juin prochain dans le chef-lieu de la province de l'Équateur, les travaux s'intensifient. L'équipe d'avance présente d'abord les civilités à la maire adjointe de la ville, au chef des divisions des sports et loisirs, puis au ministre de la Justice, à la place de celui des sports en mission de service. Après l'étape protocolaire, direction l'Institut supérieur pédagogique, lieu qui va abriter ce rendez-vous national des karaté-do. Ici, le choix est porté sur 7 salles de plus de 200 personnes pour les séminaires et l'amphithéâtre Professeur Djunga pour accueillir la compétition proprement dite. La ronde a été bouclée au cabinet du vice-gouverneur de la province de l'Équateur, Taylor Nganzi, rassure. Je suis très heureux et ravi de joie. Parce que dans l'histoire de cette province, si je ne m'abuse pas, c'est toute la première fois qu'un genre d'activité soit organisé dans notre province. En tout cas, je remercie toute la fédération. Les dispositions sécuritaires ont été déjà prises comme d'habitude. Vous savez que la province de l'Équateur, c'est une province de paix. C'est l'oasis de paix. Il n'y a pas de trépitation, il n'y a pas assez de troubles. Et partant de votre présence, comme on était déjà informé, on a déjà eu à mobiliser la police et les membres de sécurité pour que la paix puisse y régner durant tous les séjours de tous les membres et toutes les provinces ici dans la province de l'Équateur. Place au rappel des titres à présent. La session de mars a pris fin à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. L'Assemblée nationale a, elle, procédé en dernière minute au remplacement des députés invalidés et de ceux décédés. Et Gentini Ngobila a refusé de prendre acte des manifestations de l'opposition. Le gouverneur de la ville a proposé le report du meeting de demain et la relocalisation de la marche publique du 21 juin. La CPI a annoncé vouloir procéder à un examen préliminaire concernant des crimes présumés de forces et groupes armés dans l'est du Congo. C'est son procureur général qui l'a annoncé le jeudi. Et il ne reste qu'un jour avant l'inauguration de la paroisse Saint-Gabriel du doyenné Saint-Michel de Kachouboué. La construction de ce bâtiment religieux a été entièrement financée par le couple Katumbi. Et en dehors de la RDC, les médiateurs africains dans le conflit russo-ukrainien sont censés rencontrer ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Boutcha, une région souvent théâtre des plusieurs affrontements. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse.
Et pour ce début du week-end, c'est avec Grace Salambo que nous lirons les journaux. Grace Salambo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan, bon week-end à toi. Merci beaucoup. On commence avec ce titre. À un jour de leur meeting, Fayulu, Katumbi, Matata, Sesanga, introuvables. Tout à fait Gaëtan, ils sont introuvables. C'est un titre de journal Congo Nouveau qui note qu'à un jour de la tenue du meeting de l'opposition, d'aucuns se demandent si cet échange entre Martin Fayulu, Deli Sesanga, Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi et leurs militants aura lieu. Certes, quelques panneaux annonçant cette activité politique sont visibles dans la ville, mais l'on ne sent pas l'engouement comme celui qui avait précédé la marche du 20 mai dernier. Le journal s'interroge, pourquoi les 4 leaders de l'opposition ne mobilisent-ils pas pour le meeting prévu demain à la place Sainte-Thérèse? Cette question vaut son pesant d'or, Gaëtan, dans la mesure où cette rencontre devrait non seulement permettre à l'opposition de montrer son ancrage dans la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout de dire directement à leurs militants tout ce qu'ils développent dans les médias. Congo Nouveau indique que selon des sources proches de l'opposition, les 4 leaders politiques sont absents de Kinshasa. D'un journal à un autre, Ouragan rapporte de son côté que l'opposition maintient son meeting prévu ce samedi 17 juin à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ondjili. C'est le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko, qui l'a confirmé dans une concertation avec les autres partis de l'opposition. Devos Kitoko indique que à l'heure actuelle, toutes les démarches ont été enclenchées pour la réussite de cette activité politique et rassure que les autorités urbaines sont bien saisies. Et contrairement au journal Ouragan, Gaëtan qui confirme le meeting de l'opposition, du site une.cd, nous apprenons que le gouverneur de la ville de Kinshasa interdit ce meeting du quator de l'opposition prévu le 17 juin et propose un report à la date du 24 du mois en cours. Et autre chose, poursuivons la revue de presse avec le journal Forum des As qui écrit à sa une le M23, l'ADF, Codeco dans le collimateur de la CPI. Tout à fait Gaëtan, le rédacteur de cet article rapporte que le gouvernement de la RDC a soumis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale un document par lequel il procède à un nouveau renvoi de la situation en vertu de l'article 14 du statut de Rome. Dans son renvoi, le gouvernement de la RDC demande à la Cour d'ouvrir une enquête sur les crimes présumés relevant de la compétence de la CPI commis en province du Nord Kivu du 1er janvier 2022 à ce jour. Le confrère renchérit qu'il s'agit du deuxième renvoi du gouvernement de la RDC concernant des crimes présumés du statut de Rome commis sur son territoire. Pour rappel, Gaëtan, le premier renvoi reçu en mars 2004 demandait au procureur d'enquêter sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis sur les territoires de la RDC à partir du 1er juillet 2002. Et ce premier renvoi a donné lieu à l'ouverture d'une enquête en juin 2004 et à la poursuite d'un certain nombre d'affaires contre des individus responsables de crimes en vertu du statut de Rome commis dans le cadre du conflit armé en RDC. Et le nouveau renvoi, Gaëtan, est accompagné de documents supplémentaires et demande au bureau d'enquêter sur des forces et groupes armés particuliers qui seraient responsables de crimes relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu. Forum des As conclut donc que le M23, l'ADF, le Codeco et tous les autres groupes rebelles sont dans le collimateur de la CPI. Merci beaucoup, Grace Salambo, pour cette lecture. C'était un plaisir. Et c'est donc par ici que se referme ce journal. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.